tout ce qui est proposé par le gouvernement fédéral, c'est sur une base volontaire par les demandeurs d'asile et sur une base volontaire par les autres provinces. Nous, ce qu'on veut, là, c'est qu'il y ait la moitié des demandeurs d'asile qui sont actuellement au Québec qui soient transférés dans d'autres provinces. Puis c'est la responsabilité du fédéral, donc ils peuvent s'inspirer de la France. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la nouvelle qui fait un boom en ce moment au Québec. Si tu n'es pas au courant, sache que le ministre Legault en France, au moment de la presse, a encore parlé de l'immigration. Tous les demandeurs d'asile, visa visiteurs, en fait demandeurs d'asile, écoutez très bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça vous concerne. J'ai sorti une vidéo récemment où je vous disais que le Canada, le ministre Justin Trudeau a décidé qu'est-ce qu'il va faire des demandeurs d'asile. Et je vous disais que ça va être très compliqué parce que dans ce qu'il disait, les demandeurs d'asile avaient le choix. On va leur demander, on va leur proposer de quitter. Donc, c'est eux qui vont décider s'ils quitteront le Québec ou pas. Sachez donc que le Québec n'est pas du tout d'accord avec ça. Ils ne sont pas contents. Et je vous l'avais dit que ça va être très compliqué en fait. Combien de personnes vont vouloir quitter? Quelle sera la règle? Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils reçoivent une lettre? Bref, sachez que le Québec n'est pas content. C'est la raison de ma vidéo parce qu'ils ont clairement dit qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils souhaitent. C'est très clair. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer ça, n'est-ce pas? Reste scotché. Et après, je vais te dire en fait, qu'est-ce qu'ils comptent faire? En fait, écoute la vidéo. Parce que vraiment là, je vais te montrer la vérité concernant donc ce problème d'asile. Avant de faire ça, je me présente. Pour ceux et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stella Diffa. Je vis au Québec depuis déjà 10 ans. Je suis arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. À travers mes vidéos, j'ai déjà permis à plusieurs personnes d'immigrer au Canada. Si tu veux donc faire partie de la liste, si tu veux toi aussi migrer au Canada, 3 choses à faire. Tu t'abonnes, tu me partages cette vidéo, tu n'oublies pas de me laisser un pouce j'aime si tu auras apprécié. Bon, les amis, de vous à moi, depuis que tu regardes mes vidéos, qu'est-ce qui t'empêche de t'abonner? Juste quelques secondes qui vont me permettre d'aider d'autres personnes parce que je serai connue. Donc, abonne-toi, je t'en prie, ça va t'aider plus que moi. Alors les amis, moi je ne vais même pas trop détailler. Je vais vous laisser ici un extrait, l'extrait complet de la vidéo. Non seulement pour que vous compreniez qu'est-ce que les Québécois pensent, qu'est-ce que les journalistes pensent, pour vous dire que ce n'est pas moi seul qui pense. Ok? Donc, pour récapituler ce qui se passe, le Canada a donné qu'est-ce qu'il pense faire. Le Canada a donné la décision par rapport au problème des demandeurs d'asile. Eux, ils ont décidé qu'ils vont laisser le choix au Québec. Ils vont laisser le choix aux demandeurs d'asile de décider s'ils veulent partir dans une autre province autre que le Québec. Donc, je vous laisse l'extrait ici, vous écoutez intégralement parce qu'à la fin, il détaille vraiment pourquoi pas, qu'est-ce qui sera oui ou non. La vidéo est très intéressante. Je te laisse ici, tu écoutes la vidéo jusqu'à la fin. Dans une autre vidéo, je vais maintenant te dire quels sont les points que le Québec compte utiliser pour faire partir ces gens si jamais il fallait arriver jusque-là. Ils ont très bien dit quels sont les critères qu'ils peuvent utiliser pour faire partir ces gens. Parce que selon eux, on ne veut pas faire partir les familles qui sont déjà installées. Il y a donc des critères qui sont très bien établis. Raison de plus pourquoi tu dois t'abonner pour ne pas manquer cette vidéo-là. Parce que clairement, ça va te donner une idée de si oui ou non, en tant que demandeur d'asile installé au Québec, tu vas devoir quitter ou pas. Vidéo importante, n'est-ce pas? Abonne-toi et on se retrouve là-bas. Est-ce que tu es au courant que j'organise un événement pour te rencontrer? Oui, tu l'as très bien compris. Un événement juste pour toi et moi. Pour qu'on puisse se saluer, connecter, discuter ensemble. OK? Autour d'une table, autour d'un verre, autour d'un défilé de mode, autour d'une connexion, d'un réseautage avec d'autres personnes. Oui, je t'invite à te joindre à nous, à l'événement que j'organise ici à Montréal
complexe La Providence le 21 décembre. Je serai bel et bien là. Viens découvrir, viens apprendre, viens discuter. Le réseautage, c'est très important dans un pays comme le Canada. Rencontrer des gens qui sont là depuis des années te permettra de ne pas commettre des erreurs et d'accélérer ton processus d'intégration et de réussite dans ce pays. Au programme, il y a 2 phases. De 14h à 17h, vous pourrez avoir un entretien gratuit avec moi. Mais alors, l'entrée à la salle coûte 25 $ et ça te permet de faire les 2 phases dont je vais te parler. Donc, de 14h à 16h, 15h, vous aurez des entretiens avec moi, avec tout le monde. Vous aurez des entretiens privés avec moi. Ensuite, de 17h à 20h, on aura le pop-up. Ok, ça veut dire que vous allez découvrir les autres marques. On va vous faire un beau défilé. De 14h à 17h, rencontre avec moi. De 17h à 20h, vous avez vraiment le pop-up, les stands. Vous allez visiter, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Ok. Ensuite, on a une défilé de mode qui vous attend. On a aussi beaucoup de surprises. On a des jeux concours. Vraiment, j'ai hâte de vous rencontrer à cet événement-là. Et ensuite, la meilleure partie, c'est qu'on a un bal de nouveaux arrivants. Ok? Ne me décevez pas. Que tu sois hors de Montréal, que tu sois à Sherbrooke, que tu sois à Toronto, que tu sois à Vancouver, que tu sois en Alberta, que tu sois au Québec, que tu sois au Nouveau-Brunswick, il y a le train. Tu peux déjà tout planifier. C'est pour ça que je t'ai dit à l'avance. C'est le 21 décembre, tu peux tout planifier. Tu viens juste pour cette journée-là et ça me ferait vraiment, vraiment. J'ai fait cet événement pour vous parce que vous me l'avez demandé. Alors, ne me décevez pas. Je vous attends nombreux. On va discuter de beaucoup de choses parce que oui, il y aura aussi des présentations sur des sujets importants de la vie ici au Canada. Ça se peut qu'on ait notre partenaire Desjardins qui viendra vous donner des conseils en finance. On aura aussi des courtiers, hypothécaires. On aura des gens, en fait, on aura vraiment des gens qui pourront vous donner tout ce dont vous avez besoin dans à peu près tous les coins, tous les points importants de votre vie au Canada. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Je vous attends nombreux là-bas. Pour faire le paiement, c'est très simple. Tu me fais un interact si tu es au Canada. Tu comprends ce que ça veut dire? Avec cet email-là, c'est facile, @yahoo.com. Le mot de passe Meetup en majuscule complet. Ça me permet de recevoir ton argent et de t'envoyer directement ton billet par email. Et il ne manquerait plus qu'on se rencontre ce jour. Franchement, les amis, j'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de voir la communauté. J'ai hâte de voir et de toucher ma communauté. Je suis en train de voir si on va faire une petite danse à l'africaine et tout. J'ai beaucoup de choses en tête et j'ai besoin de vous pour réaliser cela. Je vous attends donc nombreux à cet événement. Pick up. J'aimerais vous entendre sur la chicane de famille publique avec la visite hier. M. Macron qui était en place et M. Legault, premier ministre du Québec, qui a dit que bon, l'immigration est un problème, il disait que ça allait être l'enjeu de l'élection, etc. Qu'est-ce que vous pensez de son timing? Bien, l'immigration, on le sait, c'est un enjeu coopératif. Nous, on est là depuis plusieurs mois pour travailler avec le gouvernement de M. Legault. On a fait 3 annonces coup sur coup au cours du dernier mois. On a envoyé une lettre à M. Roberge il y a à peine quelques jours. Alors, j'invite M. Legault à regarder attentivement le contenu de cette lettre pour dire aux Québécois des choses qui sont vraies. Il faut s'entendre sur le travail qu'il y a à faire, mais il faut aussi s'entendre sur les actions que l'on met en place. Donc, oui, la vie est compliquée, il y a beaucoup de choses à faire, mais j'invite M. Legault à lire attentivement cette lettre et à reconnaître qu'il y a des progrès importants qui ont été faits, même s'il y a encore toujours beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce qu'il cherche à faire, d'après vous? Est-ce qu'il veut semer la zizanie, M. Legault? Bien, j'espère qu'il n'essaie pas de confondre tout le monde, parce que sur la question d'immigration, qui est un enjeu très sensible, il faut que les gens comprennent bien ce qui se passe. Donc, je suis sûr que ce n'est pas son objectif de confondre les gens. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des informations maintenant très précises que les gens peuvent même consulter là, sur Internet qui prouvent à quel point, par exemple, les demandes d'asile à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau ont chuté de 70 %
au cours des derniers mois. La proportion d'un demandeur d'asile qui arrive au Québec versus à travers le pays est passée de 40 à 29 en moins de 8 mois, donc depuis février. On est en train de travailler avec lui pour voir comment, pour les étudiants étrangers au Québec, on sait que les annonces dernièrement faites pour le Canada ne s'appliquent pas au Québec parce que M. Legault a besoin de temps pour réfléchir sur la loi qu'il veut mettre en place pour les étudiants étrangers au Québec. On le fait pour les autres provinces. Donc, on a besoin d'un plan aussi très clair de M. Legault. Parce que sur l'immigration temporaire, à laquelle il revient très souvent, le Québec contrôle plus que 50 de l'immigration temporaire, sans parler de presque 100 de contrôle sur l'immigration permanente. C'est nécessairement un travail collaboratif qu'on doit faire ensemble. Hier, le premier ministre a dit que M. Legault saisissait de cet enjeu-là pour le politiser, qu'il était déçu. Est-ce que vous partagez son point de vue? Bien, je pense que M. Legault veut se ressaisir. On ne parlera pas de l'enjeu de Pierre Poilievre, mais il veut se ressaisir sur la question de l'immigration. Il a intérêt à parler à M. Roberge, qui a rencontré mes collègues il y a à peine quelques jours, intérêt à regarder la lettre qui a été partagée à M. Roberge, voir à quel point les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a encore des choses à faire, mais on va dans la même direction, notre gouvernement et le gouvernement de M. Legault. Est-ce que le fait qu'il sorte comme ça, alors que le président est en ville, comment qualifier son timing de faire ça devant la visite? Le timing de M. Macron qui est en ville. M. Trudeau? En fait, que M. Legault fasse sa sortie comme ça alors que le président est en ville. Il a soulevé l'enjeu de l'immigration devant le président français. Est-ce que ça a sa place, la chicane de famille, devant la visite? Bien, je pense que non. Là. Je pense qu'on est capable de régler nos enjeux entre nous, comme M. Macron règle ses enjeux avec ses partenaires en France. Mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé avec M. Legault. Mais l'important, c'est de se ressaisir, là, de dire, écoutez, on travaille pour les mêmes gens, avec les mêmes objectifs. On reconnaît que l'immigration, c'est important pour la croissance de notre économie au Québec. C'est important aussi pour des questions démographiques dans les écoles, dans les résidences pour aînés, dans les hôpitaux, dans les centres de la petite enfance. On a besoin de nouveaux arrivants pour prendre soin des jeunes, des familles et des aînés. Mais on sait que dans les derniers mois, on a accueilli trop de travailleurs temporaires étrangers. On avait raison de le faire après la pandémie. On avait besoin de ça pour relancer l'économie. Sinon, ça aurait été la faillite de beaucoup d'entreprises qui étaient déjà affaiblies durant la pandémie, qu'on avait besoin d'en accueillir beaucoup plus, entre autres parce que durant la pandémie, il y a très peu de gens qui sont arrivés au Québec. Et là, maintenant, on met un frein là-dessus, parce qu'on préfère réduire le nombre de travailleurs temporaires étrangers. C'est ce qu'on est en train de faire. On a fait 3 annonces au cours du dernier mois exactement sur ce sujet. Et pensez-vous qu'il y a un risque de faire de la politique sur l'enjeu de l'immigration? Il faut toujours être prudent sur les questions d'immigration parce que les gens qui viennent ici au Québec viennent ici pour vivre et grandir avec nous. On est tous des Québécois. On est tous là pour faire de notre province, notre nation, un endroit encore meilleur pour vivre et pour habiter. Il faut éviter de mettre tous les problèmes sur des immigrants et les nouveaux arrivants. Je pense qu'on partage tous le même souci, le même désir de faire du Québec un endroit extraordinaire pour vivre. Merci. Merci. François Legault continue de durcir son discours sur l'immigration. Il a laissé entendre que la moitié des 160 000 demandeurs d'asile pourraient être forcés de déménager ailleurs au pays pour mieux répartir les demandeurs d'asile au Canada. Et hier, il disait aussi être inspiré par la France, où il se trouve en ce moment. Et ces zones d'attente, ce sont des espaces qui servent à détenir en quelque sorte les demandeurs d'asile le temps que l'État étudie leur dossier. Le Québec accueille pas moins de 40 des demandeurs d'asile au pays. Il y en a 400 000 au Canada. Alors, Karima, François Legault qui veut que la moitié des demandeurs d'asile soient transférés obligatoirement. Et je dis le mot, je le souligne parce que c'est ça l'intention aujourd'hui du premier ministre Legault, c'est vraiment d'appuyer là-dessus. Transfert obligatoire de la moitié des demandeurs d'asile qui arrivent au Québec dans les autres provinces. Votre réaction, Karima, d'abord. Bien, c'est que quand il dit obligatoirement, c'est sûr qu'il y a des enjeux en ce moment de quelle façon il veut faire ça, donc sur la technique. Sur le fond, il pose un vrai diagnostic. Écoutez, à titre de comparaison, je regardais les chiffres juste pour la France, parce qu'il s'inspire de la France, juste pour vous dire à quel point les chiffres sont vertigineux quand même au Québec par rapport à la France. Population de la France, 68 millions à peu près d'habitants. Je regardais les chiffres pour les demandeurs d'asile pour 2023. 167 000 demandeurs d'asile.
Ils ont délivré à peu près 2,5 millions de visas. Ça, c'est autre chose. Mais juste pour les demandeurs d'asile comme tels, ce qui a été chiffré, c'est 167 000. Je vous parle pour la France. On est au Québec, 8 millions d'habitants, 9 millions maintenant d'habitants. Et en l'espace d'une année, on est à plus de 160 000 demandeurs d'asile. Et presque 40-45 se concentrent au Québec. Donc, la répartition, c'est pas juste une espèce de lubie, ça devient aussi un enjeu qui est très important. Et la question de la répartition des demandeurs d'asile, ça se fait en Europe. Il y a eu un pacte asile et migration avec les différents pays européens pour soulager, par exemple, l'Italie, la Grèce, qui reçoivent beaucoup de demandeurs d'asile, des migrants aussi qui arrivent par bateau, par la Méditerranée, chose qui est différente au Canada et au Québec. Mais tout ça pour dire que le mécanisme de répartition, il y a des pays qui l'ont signé pour répartir les demandeurs d'asile à travers l'Europe, à travers les différents pays. Donc oui, ça se pose au Canada et ça se pose aussi au Québec. L'enjeu se pose. La solution de M. Legault, Maïka, obligatoirement, transférer la moitié obligatoirement, c'est ce qu'il demande au gouvernement fédéral. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense que Karima a un bon point, c'est-à-dire il y a deux débats. Il y a le débat sur est-ce que le Québec fait sa part en ce qui a trait à l'accueil des demandeurs d'asile? Tout à fait, plus que sa part. On a effectivement 40 des demandeurs, alors qu'on est 22 de la population canadienne. L'autre débat, c'est le Québec propose de faire une méthode coercitive, d'envoyer les gens sans leur consentement dans d'autres provinces et, par ailleurs, sans le consentement des provinces non plus. Et de l'autre côté, le Canada dit non, on doit avoir un programme avec un consentement éclairé, une relocalisation volontaire. Selon le gouvernement fédéral, ça permettrait de relocaliser l'entièreté des gens qui sont au-delà du 22 de la population, donc pour qu'on accueille seulement notre poids démographique, selon notre poids démographique. Mais je pense que le point est intéressant parce que c'est vraiment... Si on parlait des travailleurs temporaires, par exemple, ou des migrants économiques comme mon père l'a été, on peut dire à l'entrée, vous avez des visas, vous avez des ententes, vous devez aller dans tel ou tel endroit, sinon vous n'entrez pas. Ça, c'est quelque chose. Mais les demandeurs d'asile, on a signé des traités en droit international qui fait qu'une fois qu'ils sont sur le territoire, bien, c'est là où ça devient coercitif. Oui, mais le Québec fait partie du Canada. Donc, si vous me dites que le Québec refuserait de signer les ententes en termes de droit international sur l'asile, c'est pas ça que je dis, mais je fais juste poser la question, Maïka. À partir du moment où c'est le Canada, donc un demandeur d'asile qui met le pied dans n'importe quelle province, il met le pied au Canada. Donc, est-ce qu'il y aurait une prise là-dessus pour dire, il met le pied au Canada, on va lui demander de rester au Canada, d'aller vivre au Canada le temps nécessaire comme demandeur d'asile, que son dossier soit traité, mais que ça se passe là où on est capable d'accueillir la personne? Mais le problème, c'est que c'est même pas faisable en ce moment. Là, les experts en droit international disent que ce n'est pas faisable en ce moment. Là, on n'a pas de traité comme celui dont Karima parlait en France, en Europe. On ne peut pas physiquement forcer les gens s'ils disent non. Ce serait vraiment... Ces gens-là n'ont pas commis de crime. Là. On n'a pas de législation qui permet de déplacer physiquement des gens. Puis souvent, les demandeurs d'asile arrivent à un endroit où il y a déjà de la famille, ils parlent le français, ils ont des connexions. C'est rare que tu arrives à un endroit vraiment là, en ne sachant pas du tout où tu arrives. Finalement, s'ils voulaient aller à Toronto, ils iraient à Toronto. Émilie, vous en pensez quoi? Parce qu'il y a cette question du transfert des demandeurs d'asile qui arrivent au Québec, mais il y a également l'inspiration de la France, c'est aussi ce qu'on appelle ces zones d'attente, des espaces où il y a des services pour les demandeurs d'asile en attendant que leur dossier soit traité. Bien, cette comparaison avec la France, il faut faire attention pour une chose. La France est un État unitaire et ici, on est une fédération. Hein, donc ça, c'est une grosse différence. La France a peut-être plus de juridiction aussi sur ses territoires, là, mais ici, c'est une fédération, ce sont des provinces, c'est plus dur. Là. Ce sont des entités, techniquement, qui ont leur propre pouvoir dans leur champ de compétences et tout ça. Bon, quant à la zone d'attente, elle est critiquée même en France. Il faut faire attention parce qu'on nuit à ce qu'on appelle la liberté de circulation assez fondamentale là, de ces gens-là. Donc, on leur dit, vous restez là. Donc, ils ne sont pas prisonniers, mais presque là, dans le sens où ils n'ont plus de libre circulation sur le territoire. Donc, en vertu des chartes, en vertu des conventions, ça peut poser problème. Il faut être prudent. Encore là, on n'a pas signé, comme la France le fait avec le reste de l'Europe, on n'a pas de traité, là. Donc, il faut être prudent par rapport à la législation ici de ce qui peut s'appliquer au Québec. Et on est aussi traditionnellement une terre d'accueil. Et là, l'autre chose aussi qu'il faut regarder, là, oui, on accueille 45 %, mais il y en a un bon nombre également qui quittent vers l'Ontario notamment.
Et ça, ces chiffres-là, souvent, on les perd à travers les combats. C'est très politisé, cet enjeu. Entre Legault, entre Trudeau, tout est dans le détail là, des chiffres et des notes de bas de page. Mais il faut faire attention parce qu'il n'y a pas forcément 45 % qui restent. Je vais vous faire réagir, Karima, dans un instant, mais je veux juste entendre Guillaume Clich-Rivard de Québec solidaire, Marc Miller du gouvernement fédéral là-dessus. Ça veut dire quoi, ça, si on dit qu'on va forcer ou obliger du monde à sortir? Moi, je vais le laisser définir, mais comment qu'on fait ça? On va forcer du monde à rentrer dans un autobus? S'ils ne veulent pas partir, là, si on n'a pas d'incitatif, si on n'est pas volontaire, puis comment on va les choisir? Qui reste, qui part? On va commencer à y aller. Je veux dire, je ne vais même pas commencer à lancer l'idée ou l'hypothèse que c'est faisable, puis je vais laisser à M. Legault le soin de définir qu'est-ce qu'il met de l'avant puis comment il va le faire. Est-ce qu'il nous demande d'aller les chercher chez eux puis les envoyer, les refouler en Ontario? Je pense qu'il faut être très précis dans sa pensée parce que, pour moi, ça risque d'être interprété comme étant inhumain. Il y a un aspect légal, on ne peut pas forcer les gens de déménager. Un aspect inhumain, déshumanisé, on en parle souvent, là, ces personnes migrantes qui se retrouvent dans cette situation-là. Et l'obligation, comment on fait ça, comment on arrive à faire ça, pose la question, pose le député solidaire. Karima, comment on fait ça? Bien, premièrement, je pense que les procès en déshumanisation, il faut faire un peu attention parce que ça aussi, c'est une forme d'instrumentalisation. Au lieu vraiment de faire face à la situation, de trouver des solutions, on accuse ceux qui font des constats. Je ne dis pas que ça se fait toujours de façon habile. Des fois, il y a j'allais dire, ça peut être maladroit ou on ne sait pas trop comment aborder ces questions-là parce qu'effectivement, on traite d'enjeux qui concernent des êtres humains, qui ont des vécus. Cela étant dit, ce fameux procès-là, moi, ça me fatigue et je trouve que les gens ont moins besoin de recevoir des leçons de morale. Et d'ailleurs, je crois que c'est Mark Miller qui disait qu'il trouvait ça malaisant. Moi, ce que je trouve très malaisant, c'est de contribuer à créer des problèmes et de ne pas contribuer à trouver des solutions. Je m'explique. La situation, par exemple, si on regarde au cours des dernières années, pourquoi on arrive en ce moment à cette situation de gestion qui est assez calamiteuse du côté du fédéral. Ça a commencé notamment avec pas commencé, mais disons qu'avec le chemin Roxham, il y avait un vrai enjeu. Et ensuite, on a fait à croire que, bon, oui, on règle la situation parce que les gens peuvent déposer leur demande d'asile aux aéroports. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font des demandes d'asile qui arrivent avec des visas de touristes. Chose avant qui n'était pas nécessairement le cas. Donc, il y a des visas de touristes. On a réglé un petit peu la situation pour la question des visas mexicains, mais ce n'est pas nécessairement le cas pour d'autres situations. Donc, oui, il y a des personnes qui arrivent en situation de détresse, mais il y a d'autres personnes, ce n'est pas toutes des personnes qui arrivent d'Afghanistan ou des pays en guerre. Il y a aussi des questions de migration économique, mais on fait une demande d'asile. Alors, il faut faire attention quand même à tout ça et surtout à ces fameux procès où on fait en sorte de dire que les gens ont de mauvaises intentions. Je ne pense pas que M. Legault a des problèmes de mauvaises intentions à l'égard de ça. Il soulève un problème puis il aurait envie que tout le monde collabore pour essayer de trouver des solutions. Réaction, Maïka. Ah, bien, j'allais dire, c'est un peu tendancieux d'utiliser ces chiffres-là parce que de dire il y a des demandeurs d'asile qui, dans le fond, migrent de manière économique. Il y a des gens qui sont dans une détresse économique qui vont migrer, mais là, on parle des gens qui vont rester sur le territoire parce que s'ils n'obtiennent pas leur statut de réfugié, puis c'est très difficile d'avoir un statut de réfugié là, au Canada et un peu partout dans le monde, s'ils n'obtiennent pas, bien, ils sont automatiquement mis en dehors du territoire. Donc, je ne sais pas à quel point les chiffres prennent en compte le fait que les gens... Bien, si... Bon, après... On peut faire des analyses ou des amalgames, mais moi, je pense que si les chiffres ne comptent pas d'amalgame, c'est vous qui en faites des amalgames. Je ne fais pas d'amalgame. Précisez, Maïka, votre pensée. Là. Je veux dire, si finalement les chiffres, je pense, devraient compter seulement les demandeurs d'asile qui restent sur le territoire, parce que sinon, c'est pas des gens qu'on va avoir, on va pas avoir à s'occuper de ces gens-là durant 10-20 ans. Donc, je pense que les chiffres ne concernent que ceux qui vont finalement avoir le statut et rester ici. OK. On s'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Ah, Émilie, vous vouliez ajouter un mot. Je ne voulais pas vous oublier. Oui, si ultimement, on est en train de parler de ça aujourd'hui, c'est parce que les deux gouvernements se battent sur la place publique avec ça au lieu de négocier et de régler les choses comme il se doit rapidement en privé. Et c'est à cause de ça qu'on a ce débat-là aujourd'hui. Moi, je déplore le fait qu'on politise beaucoup trop ça depuis quelque temps entre les deux paliers de gouvernement. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique.
2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit.